Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Qu'est-ce qui fait qu'un voyage est vraiment pleinement un voyage ? Faut-il qu'il soit simplement agréable et plaisant ? Faut-il qu'il soit beau, qu'il vous transporte, qu'il vous emmène dans un endroit de vous-même auquel vous n'aviez pas accès ? Ou bien faut-il qu'il renforce les liens avec les personnes qui vous accompagnent ? Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et cet épisode est signé Sarah Lou Lepers. C'est l'histoire de Lucille. Cette histoire, c'était en 2012 et je terminais mon année en alternance à Nice. J'étais partie toute seule faire une année supplémentaire loin de chez moi. Je savais pas quel métier j'allais pouvoir faire. Je me posais un peu des questions et je savais qu'une très bonne amie à moi avait pour projet de partir en Australie pendant un an faire un road trip. Cette amie s'appelle Marie. On se connaît depuis qu'on a, je pense, 15 ans. Elle un peu plus, elle est plus vieille que moi. Et on a toujours vécu côte à côte. Et voilà, on a fait nos premières sorties ensemble. C'est une très bonne amie. Je pense que je suis mal dans mes baskets à cette époque-là, mais que je m'en rends pas encore compte. Et je cherche à fuir. Et en fait, toute occasion est bonne à prendre. Et si en plus avec une copine et que je sais qu'on va se marrer... je me pose pas trop de questions, quoi. À la base, c'était un projet qu'elle devait avoir avec son copain. Puis ils s'étaient séparés, donc elle avait saisi l'opportunité de quand même le faire. Et puis finalement, un jour, en discutant, elle me dit « Mais pourquoi tu viens pas avec moi en Australie ?» J'avais 24 ans et j'allais faire mes 25 ans au mois d'octobre. Et Marie avait 28 ans à l'époque. Et elle avait quitté son copain, elle avait envie de faire sa vie, voler de ses propres ailes, et elle m'a embarquée là-dedans. Et moi, ça tombait hyper bien parce que j'étais dans la même situation, j'avais besoin de prendre l'air. Donc pour moi, c'est une très bonne opportunité et c'est même idéal. C'est la réponse à j'ai envie de fuir, ok, ben il y a ça. Ça, c'est la porte qui s'ouvre. J'espérais que ça me révèle des choses sur moi, sur peut-être plus la vie de manière générale et ça me permet d'ouvrir les yeux et de me recentrer aussi. C'est la première fois que je partais aussi loin et à l'aventure comme ça. Ouais, c'était notre projet, quoi, à nous. On est parti mi-septembre. Nos parents habitent un petit village à 30 minutes du centre de Toulouse. Et le matin, nos parents nous amènent sur le quai de la gare. À l'époque, il n'y avait pas de ligne à grande vitesse, donc je pense qu'on a mis 6 heures pour arriver jusqu'à Paris. Et ouais, le voyage pour nous, du coup, il avait déjà commencé, quoi. On chantait, en fait, on était hyper contentes. On prend l'avion, le voyage est très long, mais ça se passe bien. On est arrivé, on a dormi de suite. On était complètement déphasés avec le décalage horaire. Donc le projet initial, c'était de partir de Sydney et remonter toute la côte est jusqu'au nord. Et en arrivant à Darwin, qui était vraiment tout au nord, et on verrait en fonction des gens qu'on rencontre. Ce qui était défini, c'était qu'il fallait acheter un véhicule, quoi. On a commencé à regarder sur des sites internet comment on pourrait acheter un van. On a trouvé une piste. C'était un van tout vert, enfin un truc pas classique du tout, qui avait, je pense, 200 000 km, donc il a déjà bien roulé. Et en fait, on s'est tout de suite dit que c'était le véhicule qu'il fallait qu'on achète, c'était une bonne occasion et qu'il fallait pas qu'on hésite trop.
Et nous, on avait entre-temps réussi à équiper le van. On avait notre matelas à l'intérieur, qu'on dépliait et repliait à volonté. On avait nos provisions de course. On était équipés et on s'est dit, ça y est, on y est, c'est maintenant, quoi. Ouais, on se sentait hyper bien. C'était on l'avait aménagé comme on voulait. On avait pendu des Dreamcatcher, c'est ce qu'on appelle attrape-rêve. C'est comme une espèce de mobile en fait tissé avec du tissu, je pense, ou du coton. Et en bout, en fait, sont accrochées des plumes. Et c'est censé éloigner les cauchemars. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Australie qu'on retrouve ce genre de choses, mais ça colle bien avec l'esprit un peu très mystique et très spirituel du pays. On prend la route et je me souviens qu'à ce moment-là, on est dans la voiture. Je sais plus si c'est moi qui conduis ou Marie, enfin peu importe, mais je sais juste qu'on a la musique à fond et que ça y est, on chante, on est hyper contente et on se dit que ça y est, notre road trip il commence maintenant et surtout trop contente d'être là, quoi. Donc on roule, on se dirige vers le nord, on longe la côte, on s'arrête sur des plages où il y a personne, le sable est blanc, c'est l'océan, c'est magnifique, on prend le temps de flâner un petit peu, de se faire des bons petits déj à l'australienne, d'aller se baigner. On est vraiment à la cool, on n'a pas d'emploi du temps, on n'a pas d'horaire. Je pense qu'à ce moment-là, je commence à me poser des questions et à avoir des choses qui me trottent dans la tête. Ça me gâche pas le voyage, mais comme quand t'es en voyage, tu penses beaucoup et t'as le temps, en fait, de penser, de te poser, j'y pense souvent et ça devient de plus en plus présent. De manière générale, en fait, on parle beaucoup de nos vies et tout ce qui nous entoure. Je me souviens d'une fois où on marche sur la plage en plein après-midi. En plus, c'est ridicule parce qu'il fait un soleil de plomb et on est là sans crème solaire et on se balade. Et je me souviens que je lui dis qu'en fait, j'ai la sensation que même si je vis des choses extraordinaires, j'ai l'impression que j'accéderai jamais au bonheur. Je crois que je lui dis un truc comme ça. C'est pas quelque chose pour moi. Ça n'existe pas. En fait, je pense que le fait d'être livrée à moi-même et face à moi-même, finalement, ça fait surgir des choses en moi et ça soulève des problématiques que j'avais pas, en tout cas, pointées du doigt jusque-là, ou en tout cas, je les avais pas bien déterminées et ça commence à me poser problème. Je pense que je suis dans le moment présent la première semaine où je suis en Australie et... Bon, peut-être pas, mais rapidement, je suis plus dans le moment présent. Et là, je me souviens que j'ai une amie, Emma, qui en fait est installée à Byron Bay, qui se trouve sur notre route. La ville hipster, bobo australienne par excellence. Hyper spirituelle, hyper cool et en même temps hyper branchée. Hipster, je pense, c'est le bon terme. J'appelle ma copine Emma qui vit là-bas et je lui dis écoute, je suis avec une amie, on a un road trip en Australie, est-ce qu'on peut en profiter pour s'arrêter et te faire un coucou et donc elle est hyper contente, elle me dit ouais, pas de souci, sans problème, vous venez, j'habite là, je suis en coloc avec mon copain et d'autres personnes. Ok, super, on arrive un soir, on débarque, tout le monde fait un peu connaissance. On est resté 2-3 jours comme ça, à dormir dans notre van et faire des restos avec eux, se balader, prendre du temps, quoi. Ensuite, on va enchaîner et continuer à faire des petits boulots, différentes expériences, parce que ça fait partie du trip et que tout le monde fait ça en allant en Australie et que voilà, c'est un peu exotique, on fait des choses qu'on n'aurait jamais l'occasion de faire. Le soir, on se retrouve avec tout le monde, on est au bord de la plage, on se fait des jeux, on boit des coups ensemble. C'est vraiment... c'est que du bon temps. Je pense qu'à ce moment-là du voyage, tout est parfait, c'est génial ce qui m'arrive, mais il y a quelque chose qui cloche. Je me sens pas hyper bien dans mes baskets. Je me pose beaucoup de questions. Regarder en arrière tout ce qui s'est passé dans ma vie,
Parce que j'ai des parents qui enchaînent des maladies graves et des pathologies graves depuis toujours. Ma mère tombe malade quand j'ai 10 ans. Je suis à l'école primaire, donc elle est dépressive, elle est même maniaco-dépressive. Et moi, je suis placée rapidement chez les voisins parce que mon père est sur la route, il est représentant, il n'est pas souvent là. Et ensuite, ma maman a une grosse grippe et qui se transforme en pneumopathie, qui se transforme en infection. De là, on découvre qu'elle a en fait une insuffisance cardiaque. Pendant 1 an, c'est des moments en fait d'angoisse, de doute. Après ça, ma mère a un AVC. Parce qu'en fait, on lui change son pacemaker tous les 5 ans. En fait, elle fait un AVC pendant l'opération. Elle se réveille sans pouvoir parler. Elle a un truc de plus qui arrive, une maladie de plus. Donc moi, je continue à vivre avec ça. Et mes parents qui s'entendent plus, qui sont un peu deux étrangers, mais qui sont restés ensemble parce qu'ils pensaient que c'était des bonnes raisons. Mon père n'a pas forcément le crâne de quitter ma mère. Chose que je vais lui reprocher plus tard et que je lui reproche déjà à ce moment-là. Et en fait, je m'émancipe assez rapidement, quoi, parce que j'ai envie de me débrouiller toute seule et que mon climat familial chez moi, il est pesant. J'ai 25 ans et j'ai la sensation d'avoir vécu des trucs assez lourds et qui me laissent des cicatrices et que j'ai du mal à refermer et du coup que ça m'empêche de définir qui je suis et de savoir vraiment ce dont j'ai envie et qui m'empêche d'avancer, quoi. Je sens que ma copine le remarque, en fait. Puis elle me le dit, elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais en même temps, j'arrive pas trop à mettre de mots là-dessus. Ou j'ai pas envie de mettre de mots là-dessus encore, quoi. On repasse par Byron Bay, on en profite pour revoir Emma et passer du temps avec elle et ses amis, son copain, et passer les fêtes de Noël avec eux. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, plus on s'approche de notre date de départ, plus la relation de Emma et son copain se casse la figure. Un jour, en fait, elle craque devant nous en nous disant que ça va pas. On lui propose de partir avec nous, faire un bout de chemin dans le van. Et elle accepte. Donc on se retrouve à repartir de Byron Bay, mais à 3. C'est génial, c'est tout nouveau, c'est un nouvel élan. En plus, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas baroudé dans le van, donc c'est cool, quoi. C'est la nouvelle vie, plus à 2, mais à 3. Notre journée, c'était rythmé par on se lève, on prend la voiture, on roule, on s'arrête à des spots sympas, en bord de plage ou des lacs, où on s'arrête pour déjeuner. Le soir, on trouve un endroit sympa pour poser notre van, dormir dans la nature, enfin le lieu qui sera le plus atypique pour poser notre van et dormir et passer la nuit. Si c'est en bord de mer, c'est génial. Et je me souviens d'une soirée où on avait trouvé un super spot. On était mais vraiment sur un embarcadère à flanc de mer, quoi. On avait les vagues qui venaient taper sur l'embarcadère et on avait garé le van là. Donc c'était comme si on était sur l'eau. Je sais qu'il faisait nuit, on entendait le bruit des vagues. On roule un joint, on commence à fumer. On se faisait passer le joint à tour de rôle. Et comme à chaque fois qu'on fumait, on partait dans des discussions et des débats de vie très philosophiques. Et ce soir-là, on était toutes hyper positives et hyper confiantes sur l'avenir. Et où on était toutes en fait sur la même longueur d'onde, en osmose totale. C'est sûrement un des rares moments où on a été toutes au même niveau dans le moment présent et où on s'est pas trop posé de questions. Je pense qu'on était juste bien, quoi. C'est le souvenir du voyage tel qu'il aurait dû être, en fait, de A à Z, de ces 3 copines qui étaient juste trop contentes de ce qu'elles vivaient, quoi. Ce voyage, même si moi, je le vis d'une façon particulière, je pense que tout on le vit d'une manière très intense. Et je pense qu'on est toutes à ce moment de vie où, de toute manière, on attend des réponses à des questions, peut-être aussi des signes déclencheurs qui vont nous faire réaliser des choses et nous mettre sur la bonne voie pour accomplir notre vie, en fait, et ce qui nous fera du bien et ce qui nous rendra heureuse. Donc on est un peu toutes dans ce mood-là. Et moi, je le vis plus mal, quoi. Finalement, je me rends compte que maintenant, j'ai plus à justifier de mon état de zombie intérieur à une personne, mais à 2. Sauf que j'ai pas envie de faire subir ça aux autres, j'ai pas envie de les saouler avec ça. Et du coup, je me dis que je vais être la personne avec qui elles ont envie d'être en voyage. Sauf que ça marche pas. Je me sens seule et vide.
Et du coup, je pense que je comble ça avec la nourriture. Paradoxalement, mes copines maigrissaient parce on faisait pas de festin, quoi. On mangeait du pain de mie, des avocats, des trucs de baroudeuses qui se conservaient le plus facilement possible. Mais je pense que je mangeais plus que ce qu'il fallait pour combler du vide en moi. Et en plus, je pense que le corps, dans ces moments-là, quand la tête va pas bien, le corps se manifeste pour le faire ressentir. Et moi, je pense que je gonflais, quoi. Je sens que je deviens un peu un boulet parce que je parle pas, je me renferme sur moi-même. Je me retrouve à aller me balader toute seule, faire des balades sur la plage, m'isoler, regarder la mer, les vagues et me mettre à pleurer parce que je suis paumée, quoi. Je me dis pas à ce moment-là, je vais mettre fin à mes jours, mais je sais que je me demande si la vie a vraiment un grand intérêt. Plus ça allait, en fait, et plus j'allais mal, quoi. Moi, en fait, je suis chiante à mourir, quoi. Je suis vraiment la relou de service, je parle pas, je suis pas la voyageuse sympa avec qui elles ont envie d'être. À ce moment-là, j'étais tellement fermée comme une huître qu'un soir, en essayant d'en rediscuter avec mes copines, elles essayent toujours de creuser, de comprendre, de m'aider à aller mieux et me bousculent un petit peu et à un moment, je pète un plomb et je me souviens, j'avais des lingettes démaquillantes dans la main à ce moment-là et d'une violence inouïe, je balance les lingettes par terre en disant merde, quoi, vous me faites chier là, vous me poussez à bout, j'en sais rien, quoi, j'ai pas d'explication à donner, mais en fait ça me pousse à bout et c'est une réaction que j'ai. Et après, en rediscutant avec Marie, elle me dit mais tu sais, en fait ça m'a fait plaisir de te voir comme ça parce que c'était au moins une réaction, quoi. Et là, elle m'avoue un peu à demi-mot que, en fait, je suis tellement mutée dans mon silence et tellement relou et qu'elle a même envisagé qu'on se sépare et qu'elle fasse son voyage et ouais, elle a même envisagé de me dire ciao. Et si ça va pas mieux, c'est ce que ça veut dire, je pense, derrière. Si ça va pas mieux, je vais pas continuer à voyager avec un boulet. Cette première étape, elle me fait réfléchir parce que je me dis qu'en fait, ouais, en fait, je suis vraiment relou. C'est pas elle qui va partir, c'est moi qui je vais m'isoler un peu, mais vraiment m'isoler. Je décide de quitter le van pendant une dizaine de jours et de partir toute seule en Nouvelle-Zélande pour me retrouver. Donc je suis encouragée par mes copines et je boucle ce voyage. Et l'idée, c'est que dès qu'on arrive à Darwin, moi je prends un avion, je passe mes 10 jours en Nouvelle-Zélande, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et je les rejoins et elles, pendant ce temps, elles vont trouver du boulot ou enfin, elles vont bien trouver de quoi s'occuper. Donc on continue notre descente au sud de l'Australie. On descend jusqu'à Melbourne, on remonte ensuite vers Adélaïde et on se dit qu'on va traverser le désert pour passer par Uluru, qui est un peu l'étape clé si tu traverses le désert en Australie, et pour finir notre course en fait à Darwin, au nord de l'Australie. On arrive à Adélaïde, on fait réviser la voiture parce que notre idée c'est de traverser le désert en fait pour remonter au nord de l'Australie. Et en fait, les gens qu'on a rencontrés jusqu'à présent nous disent si vous allez dans le désert, il faut être équipé, il faut avoir prévu des vivres, il faut avoir une voiture qui tient la route parce que si vous avez n'importe quelle panne, personne ne viendra vous aider. On achète de l'eau, de la nourriture qui nous permettent de tenir une semaine parce qu'on évalue à peu près à une semaine la traversée du désert en roulant toute la journée et en s'arrêtant tous les soirs. Donc on part d'Adélaïde, on prend la route pour le désert et plus ça va, plus le paysage va changer, plus le paysage va devenir sec et plus on va s'enfoncer dans le désert. On prévient, je me souviens que Emma poste un message sur Facebook en disant salut les copains, en gros on fait notre trip dans le désert, donc si vous n'avez pas de nouvelles, vous inquiétez pas, rendez-vous dans je sais plus une semaine. On roule une journée, 2 journées. Et en fait, l'ambiance dans le désert, de suite, te plante dans le décor, quoi, parce que y a rien, c'est très silencieux. T'as des étendues de pierre à perte de vue. Il fait hyper chaud, il doit faire 45 degrés. Il y a des charognes qui traînent sur la route ou sur les bas-côtés de kangourous ou d'oiseaux morts. Il y a personne, t'as pas d'habitation, enfin, il y a rien, quoi. Et c'est hyper silencieux. Je me souviens que le silence, c'est un des trucs qui
qui nous marquait beaucoup. Ce lieu allait très bien avec la situation dans laquelle j'étais, parce que t'as rien d'autre à faire que discuter, rouler, t'arrêter, tu manges, mais tu rediscutes, enfin t'as que ça à faire, quoi. Donc on passe une première journée, on fait 500 km ou 400 dans la journée. T'as des stations essence, je sais pas, tous les 300 ou 400 km aussi. Donc tu t'arrêtes pas souvent, on s'arrête pas souvent. On passe notre première nuit, ce qu'on pourrait appeler une station essence un peu aménagée. Il y avait un petit resto, une douche dans une cabane en bois où il fallait donner $1 pour pouvoir aller tirer de l'eau. Je sais qu'on dort pas. Il fait extrêmement chaud. On est serré dans notre van. Il y a des moustiques. On se réveille avec le lever du soleil et on se dit que c'est genre le truc le plus beau qu'on a jamais vu. Et parce que la lumière est juste incroyable et parce qu'il y a rien en fait pour obstruer la vue. T'as pas d'arbres. Tu vois le soleil se lever et je me souviens de ce moment-là. On était juste waouh, c'est trop beau, quoi. Et puis c'est surtout, je pense, le silence qui plante le décor et qui fait toute l'ambiance. Cette nuit-là, je fais un rêve qu'on roule avec le van sur la route, la seule et unique route qui traverse le désert. Et en fait, il y a une vache qui traverse et on la heurte et on a un accident. Et je me dis, bon, ok, cauchemar, j'en parle pas forcément sur le moment à mes copines. Ça m'angoisse pas plus que ça, quoi. On reprend la route ce jour-là, après ce super lever de soleil. Je conduis toute la matinée et on arrive dans une ville qui s'appelle Coober Pedy et qui est une ville en fait minière où les gens vont chercher des pierres et les travaillent et les revendent. La ville vit de ça, quoi, et est connue pour ses mines de pierres précieuses. Alors en plus en Australie, c'est quand même un pays hyper spirituel. Là-bas, les pierres, ça a une signification pour eux. Donc on s'arrête là, on trouve une espèce de magasin un peu atypique qui vend des pierres. Il y a personne, en fait, ça fait ville morte. T'as l'impression qu'il y a eu une contamination, que tout le monde est parti en quarantaine. Et en fait, c'est vraiment une ville morte. T'as personne. On rentre dans ce magasin et le mec qui nous reçoit, il est hyper bizarre, habillé un peu n'importe comment. Il est pas du tout agressif, il est juste bizarre. Il fait vraiment mafieux, quoi, dans sa manière de s'exprimer et nous raconter qu'il a une vie incroyable et qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'il se retrouve là, il sait pas trop pourquoi, mais que ça lui va bien. Enfin, c'est... Et puis on est surtout habillés, je crois, en petit short, petit débardeur. Il fait 45 degrés, donc le mec voit 3 nanas rentrer dans sa boutique. Je pense que ça lui arrive pas tous les jours. Il est hyper content de nous voir. Et il nous propose de faire une pause. Ça tombe au moment de la pause déjeuner. Et il nous dit, j'ai fait une tarte aux pommes, si vous en voulez. On avait des petits trucs à grignoter, genre de l'avocat, du pain de mie. On mange ces trucs-là et on finit par sa fameuse tarte aux pommes. Ok, très bien. Elle est bonne, je crois qu'après coup, on s'est dit, putain, le mec aurait pu nous empoisonner et on n'y a même pas pensé. On était vraiment... Du coup, on discute avec lui, Marie achète sa pierre, on repart avec et c'est le moment de reprendre la route. Je pense qu'il doit être 14h. Et c'est Emma qui prend le volant pour me relayer. En fait, on tourne chacune à tour de rôle. T'as le copilote DJ à l'arrière si t'as envie de te faire une petite sieste et t'étaler et fenêtre ouverte. Ouais, il fait hyper chaud. Donc quand on repart, cet après-midi-là, moi je me souviens, je suis en culotte et en brassière. Emma qui conduit, c'est pareil, elle a un soutien-gorge et un short. Et Marie, elle a une salopette rose, je m'en souviens bien, un tissu toute légère et juste une brassière en dessous, quoi. Il fait tellement chaud qu'on a acheté un spray dans lequel on met de l'eau et on s'asperge en fait régulièrement parce que même si tu bois, il fait quand même une chaleur à crever. On roule, je sais pas, il doit passer 3 quarts d'heure. Et en fait, à un moment, donc moi je suis passagère, je me retourne pour demander le spray d'eau à Marie qui est à l'arrière, qui l'a. Et là, j'entends Emma qui crie. Et là, je sens que la voiture part en quart sur la route. D'un côté, de l'autre, et là, on part en tonneau. Et en fait, le décor se retourne autour de moi et en même temps, je vois plus rien. Je sais plus où je suis. Et en fait, je me sens comme dans une machine à laver. Ça tape de tous les côtés. J'ai mal partout. Tu sens que t'as la tête qui tape d'un côté de la vitre et puis de l'autre à mesure que tu fais des tonneaux. Vraiment une sensation d'impuissance. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me dis que
En fait, j'attends la mort parce que je pense qu'on va mourir. Ma première peur, c'est de me dire, en fait, le pare-brise va péter et je vais me faire égorger avec un bout de verre. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que c'est comme ça que je vais mourir. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais mourir. Et pour moi, il n'y a pas d'issue possible, quoi. J'attends juste le moment où tout s'éteint, quoi, le blackout. C'est la première fois que je ressens ça. Je suis en train de vivre mes dernières secondes de vie, quoi. Et j'attends clairement ce moment où tout s'arrête. Et je me souviens d'ailleurs que ça me faisait peur, quoi, ce moment où ça y est, ta vie s'arrête, quoi. En fait, ce que tu te rends pas compte que là, c'est terminé, c'est maintenant. Une fois que la voiture s'est stabilisée, je suis assise, toujours ceinturée. Je peux pas, mon corps est tellement lourd et en état de choc et en même temps hyper mou, je me sens un peu dans l'incapacité de bouger. Et je suis en train de réaliser qu'en fait, non, je suis pas morte, mais quand même, il s'est passé un truc hyper grave. Là, je tourne ma tête et je me rends compte qu'on est sur le bas-côté de la route. Il y a personne autour de nous. Je me retourne pour voir comment mes copines vont et la première que je vois, c'est Emma. Je crois elle me dit 2 mots du genre est-ce que ça va ou je vois surtout qu'elle a la tête en fait couverte de sang et elle tombe dans les pommes. Et donc là, je me dis putain merde, qu'est-ce que je fais ? Je suis attachée, je peux plus bouger. Je regarde derrière pour voir et là il y a personne. Je pense que ma plus grosse préoccupation à ce moment-là, c'est la vie de mes copines, quoi. Et ce qui se passe dans ma tête à ce moment, c'est si je suis pas encore morte là, sur le coup, ben ça va arriver parce qu'on est dans le désert. Il y a très peu de chances pour que quelqu'un arrive dans les heures qui suivent et nous trouve et appelle les secours et qu'il fait 45 degrés. Je me dis que la voiture va peut-être exploser parce que, je sais pas, une fuite de gasoil, voiture accidentée égale explosion, comme dans les films. Et du coup, je me dis que c'est ce moment de la mort que je voyais venir quand on faisait des tonneaux. Il n'est pas arrivé maintenant, mais il arrive là dans les prochaines secondes, quoi. Et puis en fait, là, comme par magie, un camion arrive, des mecs qui sortent de ce camion et qui viennent vers nous. Je me revois encore les appeler au secours. Donc ils voient que je suis sûrement la seule, peut-être ou vivante ou en tout cas consciente, et ils me sortent de la voiture assez rapidement. Ils me posent sur une espèce d'énorme cage où on mettait toutes nos recharges de nourriture. Et là, en fait, je me rends compte à cette nouvelle position que Marie, elle est là et elle est vivante, mais elle est juste à 10 mètres de la voiture, peut-être plus. Et je pense qu'en me voyant, ou en voyant les secours qui se dirigent directement vers elle, elle se relève, ça dure 3 secondes et elle retombe de suite. Et là, les mecs arrivent et l'amènent, la posent dans le camion. Et là, la question qui reste, c'est est-ce que Emma va s'en sortir, quoi. Ça dure 1 heure. Les personnes qui nous ont secourus essayent de la sortir de la voiture. La portière est bloquée, donc ça dure longtemps. Je demande à chaque fois et les mecs me disent mais non, mais elle est toujours inconsciente. Donc, au bout d'un moment, les secours arrivent à la sortir de la voiture et nous rassurent et nous disent qu'elle est vivante. Tout va bien, entre guillemets. Donc gros soulagement. On est encore toutes les 3, quoi. On sait pas encore quelles sont les étendues de nos blessures, mais on est juste en vie. Les secours nous amènent ensuite à l'hôpital le plus proche, un hôpital du désert, où on est traité rapidement en urgence par une équipe et qui fait un peu état et constat de l'étendue de nos blessures. Et comme Emma et Marie ont les blessures les plus importantes, on va les rapatrier par avion sanitaire à l'hôpital d'Adélaïde. Moi, je les rejoins 2 jours après. Et en fait, à ce moment-là, je pense plus du tout à mes problématiques quand j'avais pas trop le moral et mes problématiques de vie.
Je suis plus du tout dans ce moment-là, quoi. C'est plus l'instinct qui prend le dessus et en fait l'envie de vivre et de guérir et de retrouver ses amis, enfin la vie, quoi. C'est presque inné, quoi. Tout va bien se terminer et on va toutes rentrer chez nous et tout ira bien, quoi. Quand on est à Adélaïde et qu'en fait on a un diagnostic chacune, moi je sais que j'ai des séquelles qui sont pas si dramatiques. Et par contre, Emma et Marie ont des séquelles qui sont plus importantes et qui nous font poser de vraies questions sur est-ce que ça va aller, même à long terme. Est-ce que elle va pouvoir marcher? Est-ce qu'elle aura pas de séquelles? Est-ce que ça va l'handicaper? À quel point? Parce que Marie a le bassin cassé et plein d'autres os du corps cassés, mais surtout de grosses blessures au bassin. Et Emma a eu des plaies importantes à la tête et en fait, à ce stade-là, on ne sait pas à quel niveau ces séquelles vont affecter leur vie future. Les premiers jours après l'accident, on est tellement en état de choc. Tout ce qui est à venir, finalement, n'a plus trop d'importance parce que ce qui est le plus important, c'est d'être en vie. En fait, tu te dis pas du tout ça, tu te dis rien. Juste, en fait, je suis en vie, quoi. Enfin, genre, ça va. Il y a plein de difficultés auxquelles on est confronté. Et en même temps, on se dit pas c'est trop dur, on va pas y arriver. En fait, on le fait et c'est comme ça, quoi. C'est juste, tiens, il faut faire ça, ok, on le fait. Et en fait, pendant toute cette procédure, il y a 2 dames de l'ambassade française qui proposent leur aide et qui nous accompagnent. Elles sont vraiment un grand support parce qu'elles nous aident à faire toutes ces démarches-là et c'est aussi un support psychologique aussi parce que c'est la famille qu'on n'a pas auprès de nous. Et un jour, on se retrouve dans la chambre de Marie qui est alitée. On commence à se dire putain, mais on va pas y arriver, quoi. Enfin, on va pas. C'est trop dur. Enfin. Et là, une des 2 dames nous dit, mais plante un peu le décor et nous dit, mais attendez, remettons les choses dans le contexte, en fait. Vous avez eu un accident hyper grave. Il y en a certaines de vous qui ont des séquelles qui sont graves aussi. Mais vous êtes toutes les 3, vous avez survécu et vous affrontez tout ça comme des chefs. Vous êtes hyper courageuse, hyper forte et il faut que vous le disiez, quoi. Et ce jour-là, on s'est toutes foutues à chialer. Parce qu'en fait, c'était vrai et qu'on avait besoin de l'entendre et que à ce moment-là, je me dis, putain, mais en fait, ouais, malgré tout ce qui s'est passé, je suis encore debout et j'assure tout ce qu'il y a à affronter derrière. Oui, je me dis, et en fait, j'y arrive, quoi. Et je suis forte. Enfin, on est toutes fortes, d'ailleurs. Au moment où je rentre en France, du coup, je sais que... En fait, je sais que j'ai encore plein de choses à régler et que j'ai fait peut-être un tiers de tout le boulot que j'ai à faire pour accéder au bonheur, en tout cas, comme je l'imagine. Et que j'ai toute ma vie à construire, surtout. Et pour ça, j'ai compris, grâce au voyage et grâce à l'accident, que d'une... Faut aussi que je me prenne en main et ça veut dire qu'il faut que j'ai la démarche d'aller en parler à quelqu'un et d'entamer une thérapie. Et c'est ce que je vais faire. Et aussi, la deuxième chose, c'est que je suis carrément capée pour affronter plein d'autres choses et j'ai tout à construire, mais je sais comment je vais le faire. J'arrive en France, je retourne chez mes parents, rapidement, je sens qu'il faut que pareil, faut pas que je reste dans cette ambiance-là et qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Je trouve un boulot assez rapidement, j'en profite, je change de ville, je rencontre de nouvelles personnes, mais je sais que j'ai déjà franchi un cap, quoi. C'est comme si c'était l'électrochoc et le signe que je devais avoir. C'est peut-être hyper fort et hyper violent, mais c'est peut-être ça dont j'avais besoin, quoi, un électrochoc de cette violence-là, finalement, pour me dire que en fait, la vie, elle est pas si compliquée, quoi. T'as frôlé la mort et t'as réussi à te relever, donc c'est pas parce que t'as eu une enfance un peu relou ou des déceptions amoureuses que tu vas pas te relever. Peut-être que j'avais besoin de frôler la mort pour me rendre compte que c'est ça que je voulais pas mourir. Ce qui s'est passé, ça a créé quelque chose de supplémentaire à notre amitié dans le sens où
quelque chose qui est gravé et qui s'effacera jamais à mon sens, quoi. C'est une histoire d'amitié, une belle histoire d'amitié. Quand j'ai rêvé qu'on avait un accident de voiture, je pense que j'ai même pas relevé ce rêve, je lui ai pas du tout donné d'importance parce que j'en ai même pas parlé à mes copines. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était déjà peut-être un pressentiment de tu vas avoir besoin d'un truc fort et bouleversant pour te faire prendre conscience de toute cette problématique que t'avais, quoi. Et si l'attrape-rêve n'a pas attrapé ce rêve-là, c'était peut-être pas pour rien non plus. C'était l'amorce à ce qui allait se passer et c'était peut-être le pré-accident, quoi. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait sûrement se passer comme ça. Et c'est même pas sûrement, en fait. C'est que ça devait se passer comme ça. Cet épisode de Transfert était signé Sarah Lou Lepers, la musique est de David Stank et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous aimez Transfert, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram, sur le compte Transfert Podcast et sur les pages de Slate, Facebook et Twitter. Et nous lisons toujours les histoires que vous nous envoyez, vos petits mots, nous écoutons vos petits sons à podcast@slate.fr. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.